Nous vivons une époque de transformation profonde. C'est la fin d'une ère et c'est le début d'une nouvelle. À cette croisée des chemins, je me pose la question, quel monde sommes-nous en train d'enfanter? Nous nous retrouvons dans un monde de multiples crises. Crise écologique, crise économique, polarisation sociale, injustice, tensions géopolitiques, guerre, hyperaccélération de l'intelligence artificielle. Nous faisons face à de grands défis de transition sociétale, de l'inévitable transition énergétique, l'impératif d'accélérer la transition socio-écologique vers une économie circulaire, la nécessité de maîtriser une transition technologique imposée. Et aussi, au Québec, la deuxième plus vieillissante population au monde, une transition démographique. Allons-nous être capables de naviguer les tempêtes, les bouleversements de notre époque? Allons-nous être capables de mener à bon port notre société vers un monde durable où règne la paix et l'harmonie? La bonne nouvelle, c'est que nous avons les solutions. De la révolution scientifique à l'intelligence artificielle, l'humanité n'a jamais développé autant de connaissances. On les a, les solutions. On n'a jamais développé autant de techniques et de technologies. Nous savons faire. Mais malgré ces avancements scientifiques incroyables, une autre question que je me pose, changeons-nous vraiment notre façon d'être humain? Je vais vous raconter une anecdote. C'est l'anecdote quand mon fils Enzo a sauvé un souper de famille. On avait la famille chez nous, la famille élargie. Puis comme on sait, la famille élargie, c'est un microcosme de la société. On avait les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents, la belle famille, les beaux-parents. Puis la journée commençait de manière sympathique. Et tranquillement, pas vite, à fur et à mesure que les conversations s'installaient, on sentait la tension un peu monter dans la pièce, la tonalité qui commençait à augmenter. Puis on sentait qu'il commençait à avoir pas mal de friction entre les membres de la famille. Et à un moment, pendant qu'on était pris dans notre cacophonie de conversation, puis qu'on se balançait des idées à droite et à gauche, il y a mon garçon Enzo, 9 ans, qui arrive, qui se met debout à côté de nous, puis avec la mine assez triste, il nous dit « Mais pourquoi que vous vous chicanez ?» Puis là, on s'est arrêté, puis j'ai senti qu'on avait tous eu le réflexe de vouloir lui dire « Ben non, on ne se chicane pas !» Mais en fait, il n'y a personne qui l'a dit, parce qu'à ce moment-là, on a réalisé qu'en fait, la chicane avait pogné dans la cabane. Et c'est là qu'il nous pose une deuxième question. Il nous dit « Pourquoi avez-vous peur ?» Là, j'avoue qu'on est resté figé. Mon beau-père, il dit « Enzo a raison. On a besoin de se calmer, puis on a besoin de comprendre c'est quoi que chacun d'entre nous essaye de protéger dans ses prises de position. Wokisme, Trumpisme, progressiste, conservateur, droite, gauche, centre, pour les vaccins, contre les vaccins, changement climatique, croissance économique. Je pense qu'on a tous vécu des discussions assez mouvementées à ces sujets-là ces dernières années. Et c'est là que les choses ont commencé à se calmer un tout petit peu. On s'est posé, on s'est assis. Et là, tranquillement, les conversations reprenaient, mais sur un ton beaucoup plus posé. Et plutôt qu'une cacophonie de conversation, on était capable d'échanger plutôt individuellement à deux. Et ce qui avait changé, ce n'était pas juste notre manière de communiquer. C'était nos perceptions qui commençaient à changer. Nos perceptions des prises de position des autres. Des pourquoi derrière ces prises de position. On commençait à avoir des discussions plus nuancées. Et même si on n'était pas d'accord, on était ouvert à considérer la perspective de l'autre. Et c'était aussi notre perception de l'analyse sociétale qu'on était en train de faire collectivement qui commençait à être beaucoup plus
positive et constructive. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a commencé à rentrer en relation les uns avec les autres différemment. Il n'y avait rien qui avait changé. Les mêmes idées, les mêmes prises de position, c'était juste notre manière d'interagir qui avait changé de manière assez importante. Et malheureusement, c'est ça que trop souvent structure notre manière de ressentir, notre manière de penser, notre manière d'agir. Trop souvent, on se base sur nos peurs. Les peurs, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose d'invisible. Ce n'est pas de grandes peurs extraordinaires. C'est très subtil. C'est la peur de l'incertitude. C'est la peur de se tromper, de ne pas avoir raison. C'est la peur de ne pas être accepté, de ne pas trouver sa place. C'est la peur de l'autre. Et au plus profond de notre psyché, c'est la peur de la mort. La peur influence nos décisions, nos manières d'agir, nos manières de réagir. Nos peurs nous renferment sur nous-mêmes. On essaie de se protéger de ces peurs-là. On devient plus égoïste. Et ça structure fondamentalement la manière qu'on interagit les uns avec les autres. La peur, c'est quelque chose qui nous immobilise. On a besoin d'aller au-delà de ça. Ce qu'on a besoin, au-delà de juste les transitions de nos systèmes, fondamentalement, on a besoin d'activer des transitions intérieures. C'est quoi la transition intérieure? C'est une manière radicalement différente de rentrer en relation les uns avec les autres et avec notre monde. C'est une approche transformatrice. Fondamentalement, la transition intérieure, c'est des défis de savoir-être. Des savoir-être comme la conscience de soi, être conscient de son corps, de son âme, de son esprit. Et quand on a meilleure conscience de qui on est en tant qu'être humain, ben ça nourrit l'humilité. Parce qu'on réalise qu'au fond, on est tous et toutes les mêmes, avec les mêmes peurs, les mêmes rêves. Avec plus d'humilité, ça nous permet d'avoir plus d'empathie, de se mettre dans les souliers des autres, de ressentir ce qu'ils vivent, leurs émotions, et cela sans jugement. Plus d'empathie nous permet d'avoir plus de compassion. La compassion, c'est l'empathie active, l'empathie en action. Ça veut dire aller vers l'autre malgré nos peurs. Et ça prend du courage. Parce qu'on a besoin d'être vulnérable pour aller vers l'autre au-delà de nos peurs. Dans certaines traditions, cette posture intérieure radicale, transformatrice, on appelle ça l'amour. L'amour agapé. Ce n'est pas un sentiment. C'est une manière, encore une fois, radicale de rentrer en relation avec les autres et notre monde. L'amour agapé, c'est la reconnaissance de la dignité fondamentale des autres. Je dirais même la reconnaissance fondamentale de la divinité des êtres humains et des êtres vivants en général. L'amour agapé, c'est le refus de déshumaniser les autres, même quand on n'est pas d'accord avec eux, même quand on a des émotions négatives envers eux, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est difficile. L'amour agapé, c'est quelque chose qui est très exigeant. Ça demande énormément d'efforts et de discipline, de travail sur soi au quotidien, à chaque instant de notre journée. À chaque fois qu'on est poussé à agir ou réagir, on doit se poser la question, est-ce que je vais agir à partir de mes peurs ou est-ce que je vais agir à partir de l'amour pour moi-même et pour les autres? Dans notre société, on est fasciné par le leadership, surtout le leadership charismatique. Je pense qu'on a tous et toutes cette image du leader ou de la leader charismatique qui a de l'influence, qui prend de l'espace, qui s'impose,
qui a du pouvoir, qui est capable d'influencer le cours des événements. On idéalise le leadership charismatique. Ce qui est intéressant, c'est que si on revient à l'étymologie du mot charismatique, ça vient du mot charisma, qui veut dire un don pour les autres. En fait, être un leader ou une leader charismatique, ce n'est pas de prendre la place, ce n'est pas d'accumuler du pouvoir. Avoir du leadership charismatique, c'est d'avoir l'humilité de se mettre au service des autres, d'offrir les dons que chacun et chacune d'entre nous on a, de les mettre au service du bien commun. Et c'est quand on est capable de faire émerger notre charisme qui est inné en chacun et chacune d'entre nous, qu'on se met au service des autres, et bien c'est là qu'on est capable de rentrer de manière authentique en communion les uns avec les autres. Et rentrer en communion les uns avec les autres, c'est ça qui nous permet de développer, de construire et de nourrir des communautés vivantes. Parce que nos communautés, notre société, avant même d'être un amalgame de systèmes, avant tout, nos communautés et notre société, c'est basé sur comment on interagit les uns avec les autres. On a besoin de perfectionner nos savoir-être en se basant sur une posture de l'amour qui va nous permettre de mettre nos dons au service d'un monde meilleur. Aujourd'hui, les écoles de gestion, il y a une question inévitable qui se pose pour ces universités-là. Les universités ont toujours développé les connaissances, les savoirs, les savoir-faire. Mais aujourd'hui, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, les écoles de gestion doivent se poser la question, c'est quel type de gestionnaire et quel type de leader qu'on est en train de développer, d'éduquer, d'accompagner. Et au-delà des savoirs et des savoir-faire, on a besoin de développer la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la capacité de discernement. Le savoir répond à la question du quoi. Le savoir-faire répond à la question du comment. La sagesse répond à la question du pourquoi, pour qui et avec quelles conséquences. La sagesse, ce n'est pas un autre outil, une autre technique, un autre processus, un autre concept. La sagesse, c'est encore une fois être capable de perfectionner son savoir-être humain à partir d'une posture intérieure basée sur l'amour pour être capable de mettre nos dons au service d'un monde meilleur. À l'ère de l'intelligence artificielle, on voit comment ces machines sont en train de nous remplacer. Ils sont capables de copier nos comportements. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est plus que nous. Bientôt, l'intelligence artificielle va être capable de faire ce qu'on fait plus rapidement et encore mieux. Alors, si les machines nous copient, nous remplacent, qu'est-ce que ça veut dire savoir-être humain en 2026? Nous avons tous et toutes besoin de se poser des questions fondamentales. Qui suis-je lorsque j'agis? Qui est-ce que je veux être dans cette vie si fragile? Quel type d'humain est-ce que je veux incarner? Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train d'incarner cet idéal d'être humain que j'ai, que mon cœur sait est possible? Et si je ne suis pas capable de l'incarner, ou pas toujours, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois travailler sur moi-même pour être capable de m'ancrer dans cette incarnation-là que je veux? Notre monde n'a pas nécessairement besoin de plus de personnes qui réussissent. Notre monde a réellement besoin de plus de personnes qui prennent soin d'eux-mêmes, soin des autres, soin de la communauté. Nous avons besoin de plus de monde qui sont capables de réparer un tas de choses, mais surtout réparer l'âme brisée de notre société. Nous avons besoin de personnes qui sont capables d'agir dans l'amour. Nous avons besoin de guérisseurs.
notre évolution, l'évolution de notre conscience individuelle, ça c'est le travail d'une vie. Et l'évolution de notre conscience collective, c'est le travail de ce siècle. Et peut-être que de cette manière, la transition la plus fondamentale, c'est cette transition intérieure-là, qui est d'une certaine manière assez simple, mais très exigeante et qui demande beaucoup de discipline. Apprendre à passer de la peur à l'amour. Parce que comme saint François d'Assise nous l'a dit, et comme il l'a lui-même incarné, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Merci.